Premier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV Watt FM. Vous le savez, le tribunal de l'actualité, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec moi sur ce plateau, j'ai les juges au siège. Bernard Bougman, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Conformément à l'article 63 de la Constitution, la Sina Zerbo a sacrifié à la tradition en se prêtant à l'exercice de déclaration de politique générale devant la représentation nationale. C'était vendredi dernier. Que retenir de ce grand oral? Vous aurez la réponse des juges en première partie d'émission. En seconde partie, nous allons nous intéresser à l'actualité malienne avec la décision de Bamako de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de fermer ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Décryptage et lecture justement des juges de ces deux sujets après la première virgule, les avant-propos. Juge Bougman, vous avez la parole. C'est un lundi, première convocation de la semaine. Qu'est-ce qui retient votre attention? Alors, ce qui retient mon attention, naturellement, c'est la fête du football africain, donc la CAN, où hier nous avons perdu donc 2-1 face au Cameroun, pays organisateur, en match d'ouverture. L'histoire retiendrait également que nous avons marqué le tout premier but de cette compétition. Donc, c'est déjà un bon point à prendre. Footballistiquement, c'est rare parce que j'ai décroché de la CAN depuis les années 2000. Donc, pour des raisons strictement personnelles, c'était lors du match Burkina-Sénégal. Ça a été historique pour moi et bon, j'ai préféré m'éloigner des petits écrans quand le ballon se joue. Hier, je l'ai écouté à la radio. Ensuite, l'autre aspect de mon avant-propos à proprement parler, c'est que nous d'ailleurs, nous sommes allés à cette CAN-là sur fond de tensions inutiles, de division, alors que les Saintes Écritures sont claires. Toute nation divisée contre elle-même tombe en ruine. D'abord, c'est la Fédé qui fait sortir un communiqué pour charger l'ancien président de la fédération, Sita Sangaré. Ensuite, c'est la fédération camerounaise qui félicite notre fédération pour avoir chargé notre compatriote. Ensuite, c'est Sita Sangaré qui attrait le président Bansé et son porte-parole en justice pour diffamation. Et c'est aussi le même Lazare Bansé aussi, qui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, s'invite dans les questions des supporters, qui a fâché également au niveau de l'UNCE. Il a fallu que le nouveau ministre des Sports joue les médiateurs pour arrondir les angles, et ça s'est terminé par des excuses que M. Bansé a présentées à M. Sita. Et puis, du côté des supporters également, c'est plus ou moins réglé. Ensuite, c'est un joueur qui dit on m'a appelé, on n'a pas appelé, les autres disent on l'a appelé, finalement on ne sait pas qui a appelé, qui n'a pas répondu. Nous sommes allés déjà avec cette pression-là et cette tension, j'ai dit inutilement crier d'abord entre nous. Arriver là-bas et avec ce qu'on connaît. Même bien avant, nos premiers tests Covid, il y en a qui avaient été déclarés positifs. 2 jours après, ils ont encore été déclarés négatifs. Laissant planer le doute d'une manipulation des résultats. Il est arrivé que des citoyens qu'on ne connaît pas soient dans ce contexte-là. J'en connais plein. Vous faites le test aujourd'hui, c'est positif. Quelques jours après, vous le faites, c'est négatif. Des erreurs peuvent arriver. Mais c'était suffisant également pour créer le doute. Donc, ce qui se passe également là-bas, après les résultats, on a passé du temps aussi à nous plaindre. Où on joue, où on se réorganise, où on ne joue pas pour rentrer à la maison, avec toutes les conséquences. Mais d'abord, on a pris des heures et des heures à nous fâcher, à nous... Voilà. Et puis après, on est monté avec toute cette pression et toute cette tension. C'était un match à prendre, c'est vrai. Mais nous aussi, sur le plan émotionnel, on s'était suffisamment déstabilisé. Puis j'ai dit bien, il y a des tensions inutiles. Comment on appelle ça? En général, ça se paye cash. Parce que, comment on appelle ça? L'invisible gouverne le visible. Si à l'intérieur, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas rassuré, à l'extérieur, ça va se ressentir sur votre prestation. Et ça va être des erreurs, comme on l'a vu hier. Donc, beaucoup de courage encore aux étalons.
rien n'est encore perdu. On a toujours nos chances, mais restons concentrés, c'est l'essentiel. Et sachons mener les bagarres qui en valent la peine. Les bagarres inutiles, là, sur fond de politisation, mettons ça de côté pour sauver l'essentiel. La canne est encore devant nous et c'est prenable. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Mon avant-propos va concerner le CFOP, chef de file de l'opposition politique, qui annonce revenir sur la table des discussions pour les différents dialogues et puis rencontrer aussi les institutions de la République sur ce qui a été pris comme engagement et acte fort pour inverser la tendance, la progression de l'insécurité. On se rappelle que ça vient quand même suite à l'appel lancé le 9 novembre de donner un mois au pouvoir. Si d'aventure il n'y a pas d'éléments probants, eh bien il risquerait de descendre dans la rue pour demander le départ du président du Faso, Roch Kaboré. Et dans le dernier communiqué qu'on a eu, ils disent donc qu'ils reviennent sur la table des dialogues parce qu'ils étaient en rupture de banc et qu'ils vont dans les jours à venir rencontrer un certain nombre de ministères, du ministère des Armées, ministère de l'administration territoriale, je pense au ministère de l'enseignement, celui de l'économie, voilà, qu'ils devraient rencontrer. Ils devraient rencontrer aussi le RENLAC, la SELC et puis Free Afrique pour avoir une claire lecture des choses. Et puis, quand on regarde le début de leur déclaration, ils dépeignent un tableau plus sombre que le moment où ils ont lancé donc l'ultimatum. Donc, comme pour dire que de leur constat empirique, il n'y a pas eu d'avancée claire et qu'en 2 mois, on est allé de mal en pis. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Et ils tiennent à rappeler aussi cette mission qui a été celle du ministre de la Réconciliation nationale, en l'occurrence Zéphirine Diabré, leur demandant de venir sur les tables de discussion pour lesquelles ils ont rompu les bancs et tout, et donc qu'ils ont tenu compte de cela et qu'ils reprennent donc les choses. C'est bien, mais en même temps, on ne peut pas oublier les propos et le ton du 9 novembre. Tant de choses pour ça. C'est pas que les uns et les autres attendaient d'une opposition qu'elle continue dans un bras de fer ou quoi que ce soit, mais c'est eux qui ont donné un ton et que les observateurs et les Burkinabés de façon générale ont eu à regarder. À un moment donné où les Burkinabés n'ont pas attendu quelques confessions politiques, quelques bords pour exprimer leur ras-le-bol face à l'inaction constatée, notamment des autorités face à la question sécuritaire. Donc lorsqu'on a bandé les muscles comme ça, lorsqu'on a tenu ses propos, lorsqu'on a été si fort et si loin pour une opposition, on ne s'attendait pas qu'on revienne aussi facilement sans qu'il y ait outre mesure des explications plus concrètes à donner à ce même peuple auquel ils se sont donc adressés. Mais on prend acte puisque ça a été leur décision, ils en sont maîtres, et lorsqu'ils reviennent, c'est aussi leur décision, ils en sont maîtres, et puis les Burkinabés vont apprécier à la lecture des trajectoires ce qu'il faut retenir de tout ça. Mais bon, on dirait aussi que c'est un bon point, parce que les fils divisés, c'est pas ce dont on a forcément besoin pour ce Faso, mais on a besoin aussi de plus de logique et puis de plus de rigueur avec soi-même dans les trajectoires qu'on signe, et les observateurs, je pense les Burkinabés regardent tous et se font aussi leur petite idée, quelquefois du sérieux qu'on met dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Merci, messieurs les juges. On va également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. C'est un rendez-vous du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders True TV Watt FM. Premier sujet enrôlé pour cette convocation. Alors le grand oral du chef de l'exécutif qui a reçu vendredi le quitus des députés pour conduire son programme de gouvernance, et cela après avoir présenté sa feuille de route. Il a été investi avec 103 voix pour, 0 contre et 24 abstentions. Juge Bougma, on peut dire que c'est passé comme lettre à la poste. Oui, c'était prévisible de mon point de vue, compte tenu d'abord du fait que le MPP a la majorité, donc avec les autres partis qui composent la majorité. Donc ça c'est un. Deuxièmement, je ne crois pas qu'il y ait une crise interne donc suffisamment développée à telle enseigne que les députés de la majorité, une partie des députés de la majorité, comme on appelle ça, se ligue aux députés de l'opposition pour accorder effectivement une sanction au Premier ministre qui reviendra effectivement
à ce que le chef de l'État nomme dans les 8 jours un nouveau Premier ministre selon les dispositions constitutionnelles. Donc, prévisible également, compte tenu également de ce qu'on a comme réalité et aussi du profil du Premier ministre qui vient de l'international, qui incarne en tout cas un certain espoir et qui est venu dans une autre façon de faire. Donc il y a aussi, comment on appelle ça, cette image-là qui va avec lui. Donc si c'était une autre personne, peut-être qu'elle pouvait avoir l'onction de la majorité et avec moins de voix. Là aussi c'est possible, mais je pense que là aussi les uns et les autres attendent de voir parce que l'opposition, quand on regarde, les autres se sont abstenus. Voilà, je ne dis pas fort parce que comme le vote est secret, on ne sait pas qui a voté pour ou contre, mais en tout cas on note qu'il y a 0 non et les autres se sont abstenus, ce qui veut dire qu'il y a quand même le bénéfice du doute. Donc comme on n'est pas sûr que c'est la bonne personne ou pas, on peut faire s'en abstenir en attendant de voir comment est-ce que ça va évoluer. Donc il dit bien, il y a déjà un bénéfice du doute qui fait qu'on ne lui dit pas non, mais on ne lui accorde pas non plus sa voix. Bon, c'est vrai, c'est une position qui est difficile, où on est d'accord, où on n'est pas, mais bon, la vie n'est pas que blanc-noir, la preuve, il y a le gris. D'accord. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu cette déclaration de politique générale, le Premier ministre le dit clairement, l'action du gouvernement va s'articuler autour de 4 grands axes. Alors le premier, c'est le retour de la paix, de la sécurité et la consolidation de la résilience. On a le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine, la réconciliation nationale et la lutte contre la corruption. Quand on prend le premier point, la question sécuritaire qui est aujourd'hui sur quoi on attend beaucoup plus le Premier ministre, est-ce que vous avez senti une stratégie claire au regard de ce qu'on a eu dans ce discours-là? Bon, moi je crois que dans la matière, s'attendre à une stratégie claire, c'est s'attendre à un mode d'opération, s'attendre à des détails sur comment est-ce qu'on pense remporter cette guerre-là. Je ne crois pas que ce soit dans ce type de discours ouvert qu'on aura la claire lecture de ce que sera l'offre concrète domestique burkinabé sur la question sécuritaire. On pourrait avoir seulement les grandes tendances et puis des vœux pieux à communiquer un certain espoir et puis une envie d'aller de l'avant. C'est pour ça que par exemple dans la même ligne que ce que défendait le président du Faso, il est ressorti dans le discours du Premier ministre la reconquête de territoires que nous avons perdus. La question de ramener des déplacés internes dans leur zone d'origine. Ça, c'est des engagements mais qu'on a déjà entendus aussi. C'est ça aussi la réalité. Et quand il y a un mot aussi qu'il a sorti, la question de la déradicalisation. Parce que ceux qui aujourd'hui prennent les armes contre le Burkina Faso, c'est des Burkinabés. Il faut aller chercher pourquoi est-ce qu'ils ont été perméables au message, notamment de ceux qui sont aujourd'hui les ennemis du Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux et nous? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en vienne à là? Et je crois que c'est des choses comme ça qu'il essaie de déployer. Mais quand vous regardez au fond, pour celui qui s'attend à ce qu'on lui donne outre mesure des clés qui renforcent sa conviction qu'on est en train de changer les choses sur le terrain, je pense que ça ne sera pas le lieu en tout cas. Maintenant, il y a quelque chose qui parle un peu aussi, il faut le dire, pour le Premier ministre, c'est que, je ne dis pas que depuis son arrivée, mais depuis Inata, on a senti clairement qu'il y a un genre de réorganisation, ne serait-ce que dans ce qui a été pris comme mesure au niveau de la hiérarchie, dans les différents corps et tout. Vous regardez, il y a une prise en compte des nombreuses critiques qui avaient été formulées. Et même sur le terrain, on commence à entendre parler de missions d'offensive avec des résultats qui sont probants et tout. Donc, du coup, c'est un peu aussi, quoi qu'on dise, je ne dis pas une inversion des tendances, mais dans un genre d'élan nouveau qu'il vient s'adresser donc à la représentation nationale et faire présenter sa politique générale. Donc, il y a les mots, il y a les vœux pieux, mais il vient aussi dans un moment où il y a ce petit bol d'oxygène là qui est intéressant et qui donne du poids à la parole. Maintenant, c'est un maçon ou plus un architecte qui vient nous dire ici comment sera la structure de ce qu'il va faire. Mais le problème, c'est que c'est un pays, c'est une continuité. On construit sur de l'existant. Lorsque les premières bases ne sont pas bonnes ou bien elles sont usées par le temps, elles sont usées par nos
divergences, elles sont usées par notre histoire qu'on n'a pas assumée, avec beaucoup d'éléments qu'on a laissé passer. Pourquoi on parle de réconciliation nationale, c'est bien pour ça. Et lorsqu'on a sapé ces fondements, quelquefois il faut avoir le courage de dire on va détruire et reprendre les choses, ou bien qu'il y a encore du dur à garder. C'est sur ça qu'on va construire le nouveau Burkina qu'on veut, mais voilà comment est-ce qu'on le rêve, voilà comment est-ce qu'on le pense. Mais c'est toujours de l'ordre de l'engagement, c'est toujours de l'ordre du rêve, c'est toujours de l'ordre de la projection. Maintenant, le plus important, c'est quel acte on va apporter à la parole qui a été donnée. Maintenant, dans le fond, parce que vous étiez seulement sur la question sécuritaire, peut-être c'est sur d'autres questions, comme par exemple celle corruption, où on se dit ici et maintenant, au-delà d'engagement fort, on peut sentir dans le discours que bon, on va au-delà des vues de l'esprit où on se dit on va lancer une vaste opération, puis depuis on ne voit pas vraiment grand-chose. On peut aller plus concrètement que ça. Mais comme on est dans la question sécurité, je vais m'arrêter là. D'accord. Alors, juge Bourgman, on l'a dit, l'exercice justement, c'est de permettre au Premier ministre de décliner un peu sa feuille de route, l'action gouvernementale. Sur la question sécuritaire, il a dit il y a une stratégie, mais difficile de le dévoiler en mondo-vision. Mais au-delà de ça, ce qu'on a eu comme élément, est-ce que ça vous rassure déjà sur cette question-là? Alors, il a refusé, il dit qu'il y a une stratégie, mais qui ne va pas être dévoilée, pas qu'il doute de, comme on appelle ça, de la discrétion des députés, mais comme on est suivi en mondo-vision, effectivement, il dit que ça ne va pas être dit. Bon, c'est bon à prendre. Une prudence qui se comprend. C'est une prudence également qui se comprend. Mais dans les questions de fond, bon, sur certaines questions, le Premier ministre a survolé beaucoup. Donc, ce qui fait que c'est un exercice également qui est délicat. Donc, je comprends sa prudence et le refus d'aller effectivement en profondeur. Parce que bon, est-ce que réellement il est venu pour convaincre qu'il a un fond dedans, ou bien il est venu juste sacrifier un rituel, avoir rempli la formalité constitutionnelle, le vote, et puis aller se consacrer à, comme on appelle ça, à son boulot, comme on le dit. Je pense qu'il a fait la seconde option. De toute façon, c'est un exercice où il faut se sacrifier. Bon, on part déjà du principe que ça va aller. Mais en profondeur, il y a des promesses également qui ont été faites. Des milliards mobilisés pour l'axe Kaya-Dori, Ouaga, Kaya-Dori, Djibo. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui apparemment c'est déjà mobilisé. Il y a d'autres qui sont beaucoup d'argent également à rechercher. Il y a des sujets qu'il n'a même pas évoqués, par exemple la culture. Donc, il y a eu même une interpellation sur ça, et il a même tenté de donner effectivement des réponses. Mais tout se résume sur les 4 axes. Et les 4 axes, de mon point de vue, sont très bien résumés. Les 4 axes sont très bien résumés. C'est des axes suffisamment et déjà entendus. Reste maintenant à savoir, dans l'application des 4 axes, comment est-ce qu'on va faire. Quelle est la stratégie maintenant qui va aller avec pour pouvoir avoir du résultat. Et ça, sincèrement, c'est à l'épreuve terrain. Donc, des belles paroles, on en a entendu, des grosses promesses, on en a entendu. Mais, je dis bien, ce qu'il y a, c'est à l'application et on attendra naturellement de voir. Sinon, c'est un exercice et puis ça s'arrête là de mon point de vue, comme tous les autres exercices que les autres premiers ministres se sont livrés. D'accord. Alors, un gradé de l'armée burkinabé l'avait dit, la balle tue le terrorisme, mais pas le terrorisme. Alors, au-delà de la lutte, au-delà de la stratégie, il faut des actions de développement pour consolider aujourd'hui les questions de développement pour permettre aux populations de rester sur place. Bernard l'a dit, il y a des actions qui sont engagées, notamment le renforcement de la résilience des populations sur l'axe Djibo-Pobé-Mengao, il y a aussi l'axe Ouaga-Kaya-Dori. Mais avant, on a eu l'expérience du PUS, le programme d'urgence pour le Sahel. Est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de consolider l'existant au lieu d'annoncer encore de nouveaux programmes? C'est en tout cas l'inquiétude de beaucoup de Burkinabés. Oui, moi je crois aussi qu'il y a des indicateurs qui sont quand même assez forts. C'est vrai, on va dire qu'on va aller sur de grands chantiers de développement, on va appuyer les populations, mais vous allez appuyer les populations dans ces zones-là, comment? Si vous ne pouvez même pas y aller ou si les gens ne peuvent pas voyager. Parce que les grands axes dont vous parlez qui nous conduisent vers des frontières, je crois que c'est une honte que ce soit à la merci de ces messieurs-là. C'est nos grands axes.
C'est ce qu'on est en train de perdre. C'est on va dire, le genre de corridors qui sont en train de créer pour traverser le Burkina pour aller autre part. Je pense que ces grands axes-là, on devrait en être maître. Maintenant, on pourrait peut-être discuter lorsqu'on va un peu dans les hameaux, comment on progresse pour y aller. Mais si sur ces grands axes-là, on se retrouve piégé, il y a un gros problème. Combien de fois on a appris que les camions citernes sont détournés maintenant, ces derniers temps, parce qu'ils en ont le contrôle. Et je pense que ça, quand même, c'est assez grave. C'est par là que ça devrait commencer. Vous pouvez adresser quel type de stratégie de développement vers des personnes que vous ne pouvez même pas approcher, des zones que vous ne pouvez même pas ravitailler. Vous savez, c'est quand on a fini de manger qu'on pense à autre chose. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de contrées du Burkina Faso où les terroristes ont eu comme mode opératoire d'encercler d'abord la zone parce qu'ils savaient que ces personnes étaient moins enclines à écouter leur discours, et puis on commence à les affamer. Combien de fois on appelle à Ouaga pour dire écoutez, notre zone là ça ne va pas, pour sortir et pour entrer c'est compliqué. C'est comme les gens d'Ambako qui nous ont imposé parce qu'ils savent qu'on n'est pas vraiment prêt à accepter ce qu'ils nous proposent. Parce que les fils aussi ils décident de défendre Mordicus. Qu'est-ce qui se passe? On trouve le moyen de contourner. Quand on finit de boucler, la ceinture est bouclée, on les retrouve maintenant dans des situations difficiles. Vous vous amusez à sortir, on ne sait pas si vous avez pu gagner l'autre ville ou bien si c'est fini pour vous. Les parents qui sont là ne savent rien. Mais vous voulez que ceux-là, quand ils vont entendre le Premier ministre dans son discours, là, ils entendent quoi? Si ce n'est que des propos en l'air. Parce que la situation qu'ils vivent est trop dure pour que ça les ramène à pouvoir construire un espoir sur de petites paroles comme ça. Non, il doit y avoir des actes forts et ça doit commencer par dégager les grandes voies que nous avons qui vont jusqu'à ces frontières-là. Et puis petit à petit à repartir vers ces contrées qui sont un peu éloignées de ces grands axes. Je crois que c'est comme ça qu'on commence. Sinon de Ouagadougou on peut tout dire. Oui, de Ouagadougou on peut tout dire. Il n'y a pas longtemps, quand on recevait ici la CODEL sur la question des élections, on prenait toujours Titaou pour finir en souriant, mais le cœur très serré. Il n'y a pas de zone du Burkina qui ne se trouve. Il n'y a pas certaines zones du Burkina qui ne se retrouvent pas dans la même situation. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend pour des missions de reconquête? Qu'est-ce qu'on attend en termes de stratégie pour dégager ces grands axes? C'est ce qui est concret. Et après, on pourra dire qu'on a... sinon, venir s'asseoir... Mais c'est pour encore distribuer des vivres aux déplacés internes. Là. C'est ça qui est le plan de soutien qu'on veut apporter. Non. C'est à ces personnes qui... La vraie résilience, c'est pas Ouaga. C'est pas s'asseoir et puis boire ça bien le soir qui fait de nous des gens résilients, ou bien organiser des spectacles qui fait de nous des gens résilients. Il y a ça, c'est vrai. Mais la vraie résilience, c'est celui qui a décidé de ne pas quitter chez lui, malgré les menaces, même quand il sent qu'ils sont en train de venir. Parce que n'oubliez pas, il y a plusieurs catégories de déplacés. Il y a ceux qui ont entendu qu'ils vont venir, qui sont déjà partis. Il y a ceux qu'on vient trouver, il y a ceux qui disent je ne pars pas. Et ça, il faut qu'on le dise de façon tout nette. Il y a ceux-là à qui on doit donner de l'espoir. Parce qu'on est en train d'avancer, on est en train d'inverser la tendance. Je pense que c'est ça le vrai discours. Il ne faut pas dire qu'on va développer des régions auxquelles on n'a pas accès. D'accord. Alors sur la question de la réconciliation nationale, là également, il y a un chronogramme qui a été annoncé. On parle de la tenue du forum de la réconciliation dans le premier semestre de l'année 2022. Est-ce que c'est un calendrier tenable selon vous, au regard de ce qu'on a dans le contexte et même dans l'organisation? C'est vrai que, comme Juge Vaal a dit, l'opposition annonce son retour dans les grandes instances, notamment pour la tenue. Est-ce que vous avez espoir quant à la tenue de ce projet et en tenant compte des réalités, comme je l'ai dit? Bon, espoir, je ne sais pas s'il faut dire que j'ai de l'espoir, mais par rapport à la tenue dans les délais avant fin premier trimestre, je suis réservé quand même. Réservé parce que les Burkinabés sont connus pour trouver toujours la petite bête pour justifier un report, un décalage ou un désistement. D'ici là encore que d'autres arguments sortent pour qu'une entité dise je ne suis pas d'accord, c'est vite venu. Donc, ce qui fait que je suis vraiment réservé par rapport à cela. Quand bien même, je suis de ceux qui pensent que réellement on a besoin de se parler, de se comprendre et puis d'avancer. Maintenant,
c'est toujours dans la qualité, donc dans la sincérité de la démarche et la sincérité des acteurs. Ce sont les deux qui vont, comme on appelle ça, qui vont faciliter les choses. Mais si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, et si la démarche là n'est pas sincère, ce n'est vraiment pas évident. Donc si on part avec les mêmes calculs, on ne va pas aboutir à un bon résultat. Tout comme les choses peuvent se tenir dans les délais avec des résultats mitigés. Donc de faire des réconciliations, Blaise avait fait pour lui, avec les résultats qu'on connaît. On a même oublié la date. Donc ça, et ce qui est en train d'être fait, respectait un chronogramme qui était effectivement établi. Ce qui était programmé d'ailleurs, c'était en février. Finalement, c'est le reporting date culturelle, ils disent avant fin avril. Voilà. Donc on attend de voir. Moi, sincèrement, j'attends de voir. C'est vrai qu'on est en janvier, 18 fin avril, ça fait pratiquement 4 mois. Donc on a encore suffisamment de temps devant nous. C'est possible. Je dis, mais comme chez nous, à la dernière minute, quelqu'un peut dire qu'il ne part pas, alors que peut-être la personne ou l'entité qui a désisté est une pièce maîtresse. On reporte et puis on attend. Donc, je fonde l'espoir que ça va d'ailleurs être un cadre sincère. Comme vous voyez, un pays qui avait réussi ses assises nationales, c'était le Bénin en son temps. Les autres ont organisé ces mêmes genres de foires là, mais ça n'a pas bien donné. Mais le Bénin avait réussi ça et ça a permis à la démocratie béninoise d'avoir un soubassement solide pour pouvoir avancer. À telle enseigne que un président Kéroukou perd, Nicéphore gagne et Kéroukou revient et ainsi de suite jusqu'à ce que les civils se passent le pouvoir au Bénin et on continue. Mais le soubassement, c'était les assises. C'était la période de conférence nationale souveraine. Bon, voilà. Mais nous, on a effectivement aujourd'hui cette opportunité-là de bâtir sur du solide pour peu que, avec l'intelligence de nos hommes, il y ait une démarche sincère, un processus de qualité et puis c'est bon. Maintenant, je nourris l'espoir que ça va se tenir à bonne date, mais avec un travail de qualité. C'est surtout ça le plus important. On peut faire ça demain, on peut faire après-demain, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais c'est la qualité du travail et la qualité de ce qui va aller avec, c'est ce qui va déterminer la suite. C'est beaucoup plus là que moi je mets beaucoup plus la question sur l'attente d'un travail de résultat qualitatif plutôt qu'un rendez-vous pour un rendez-vous. D'accord. Alors, dernier axe, c'est la question de la lutte contre la corruption. Vous l'avez dit, là également, il y a eu des annonces. Beaucoup attendaient des actes forts parce qu'avant justement cette déclaration de politique générale, le chef de l'État avait donné le ton en annonçant justement une opération main propre qui se fait toujours attendre. Oui, en tout cas, l'opération main propre que le président avait annoncé se fait attendre parce que je pense qu'il connaît les Burkinabés, on connaît les mots qui ont été choisis et on connaît quelle serait la perception et l'entendement de ces mots-là. La vérité, c'est qu'on s'attendait à en tout cas une vaste opération parce que derrière, on sait qu'il y a beaucoup de rapports de la SELC dont on a reçu Ibriga, la figure de proue, mais écoutez, lui-même nous dit si c'est les noms, il y a des noms. Dans les rapports qu'on a eu à faire, si c'est les éléments de récrimination, tout est calé. Maintenant, il le dit, il y a une justice aussi qui doit être mise en branle pour faire son travail. Et quand on l'écoute, c'est qu'il y a de la matière pour commencer. Ce que les Burkinabés se posent comme question, c'est pourquoi on ne commence pas. Je pense que c'est ça la grande question. Maintenant, on est dans des grands engagements. Quand j'écoute le Premier ministre pour revenir sur son discours, voilà les morceaux choisis pour ce qui concerne la question de la corruption. Il dit: mon gouvernement travaillera à prendre les dispositions nécessaires pour doter l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption SELC et l'autorité judiciaire de moyens adéquats. Ceci afin de leur permettre d'accélérer le traitement de tous les dossiers de corruption pendants et éclaircir toutes les affaires qui polluent le quotidien des Burkinabés pour plus de bonne gouvernance et de démocratie. Dans le respect du code pénal, le gouvernement va s'atteler à identifier et à relire les textes dont les failles favorisent la corruption, les abus de biens sociaux, les détournements de deniers publics, afin d'instaurer un environnement anticorruption et une société fondée sur des valeurs citoyennes et éthiques.
c'est le dur de ce qui concerne les questions de corruption. Quand vous regardez, est-ce qu'il y a quelque chose de si précis? Non. On va donner plus de moyens. Moi, je regarde, j'interroge le budget 2022. Quand je regarde, bien au contraire, le budget qui est alloué à la SULC, il a maigri. Je pense qu'on est passé de 2 milliards à 1,7 en gros. C'est vrai qu'on nous l'a expliqué par le fait que le siège, qui fait partie intégrante du budget, a été, lui, est en bonne voie. Donc, les dépenses concernant cette dynamique-là, logiquement, pour 2022, devraient être amoindries. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres palettes que nous avons de dépenses? C'est resté en l'état. Le discours et l'engagement du président, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis même, arrêtons ces histoires-là. Commençons depuis Paul Kabatieba. Dans ces 3 grands axes, il a mis quoi? Ces 3 grands axes qu'il avait mis comme priorité, Paul Kabatieba. Corruption, il avait mis ça comme axe principal. Prenez après Paul Kabatieba, celui qui vient après, c'est qui? C'est Dabiré. Qu'est-ce qu'il met, le Premier ministre Dabiré, l'ancien Premier ministre Dabiré? Dans ses axes majeurs, il met encore la question de la corruption. Et celui qui vient aussi, après l'engagement du président, c'est la question de la corruption. Donc, l'échec, c'est celui de qui? Il y a une volonté. On parle de séparation des pouvoirs, mais je pense que si le président, au moment où c'est chaud, ose nous dit qu'il s'engage sur les questions de corruption, c'est parce qu'il sait qu'il peut avoir une dynamique impactante qui vient de lui. Et il a dit qu'il nous a compris. Il a compris les Burkinabés. Et la question de corruption, je pense que cette critique-là ne date pas d'aujourd'hui. Si chacun de ces premiers ministres vient prendre cela comme engagement, c'est l'aveu de l'échec de celui qui est venu avant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il faut se poser les bonnes questions. Donc il ne s'agit pas d'écouter encore le nouveau Premier ministre, Lassina Azerbo, et se dire qu'on va avoir maintenant une autre tendance. Non, je pense que ça dépend d'un engagement fort qu'on attend, et le président ayant pris cet engagement lui-même avec une question de vaste opération qui doit être donnée, jusqu'à présent, on n'attend aucun nom, on ne voit aucun vrai dossier. On est encore à nager dans, on va donner plus de moyens à des structures. Même quand on se rappelle de l'échange que le président du Faso a eu avec les journalistes, je le rappelle tout le temps, et on lui rappelait, mais la question des vastes opérations de lutte contre la corruption, là où on en est? Il a dit, il y a la CLC qui doit s'assumer parce qu'on a renforcé leur pouvoir. Il y a la justice, le procureur dans les missions desquelles il y a la possibilité de s'auto-saisir d'un certain nombre d'éléments. Donc on a, après quelques semaines, un président qui s'est engagé de façon forte sur une vaste opération, mais qui commence à indexer les autres. Pour dire c'est eux qui devraient faire le travail parce qu'on a renforcé leur capacité pour ça. On a reçu ici encore, je rappelle, la SULC qui a dit, mais le président dit cela, une nouvelle hégémonie, c'est vrai. Mais bon, ça il n'a pas dit ouvre hégémonie, c'est moi qui le dis. Mais ce qu'il dit très clairement, il dit mais c'est quand est-ce qu'ils ont daigné renforcer nos compétences. Et que la plupart des requêtes qu'ils ont eu à faire là-dessus, qui datent depuis 2018 et autres, pour avoir les décrets et tout, ça a toujours traîné. Et même au sein, dans l'entourage du président, ça ne passe pas forcément. Le renforcement de la SULC dans ses prérogatives et dans d'autres éléments qu'il faut lui donner pour qu'il puisse faire son boulot de façon concrète. Vous voulez quoi dans cette façon de faire? Il faudrait qu'on se dise la vérité, ou bien qu'on craint que ça dérangera ceux qui sont avec nous, qui sont nos proches, ou bien on veut bien faire, on veut édifier ce Burkina Faso là ensemble avec une certaine probité. Je crois que ça, il faut qu'on se dise clairement. Autant on se dit que sur les questions de sécurité, on ne peut pas aller dans le détail, on ne peut pas aller dans des, dans une stratégie dévoilée parce qu'en face il y a des terroristes. Autant sur la question de corruption, on devrait pouvoir sentir qu'il y a du précis, il y a du concret. Regardez, dans ce que nous lisons, il y a une partie qui moi m'étonne quand même, c'est lorsque on nous dit que je vais retrouver cela où le Premier ministre promet qu'il regardera en fait dans les tests que nous avons et ce qui entrave on va dire des résultats efficients sur la question de corruption, on va identifier les textes et puis essayer de on va dire d'apporter des corrections. Mais je pensais que comme on est dans un discours, il y aurait un travail préalable pour dire, moi, voilà ce que j'ai identifié qui pour nous freine dans la lutte
Et ça fait partie de mes chantiers. Je vais travailler à ce que ça passe par exemple devant l'Assemblée nationale, ça passe par... Voilà, ça c'est du concret. Maintenant on va identifier, on va voir, on va faire. C'est toujours ça. Et là, je pense qu'on manque de concret. Et pour un président qui a pris des engagements fermes parce que ça chauffait sur lui, on n'a qu'à le dire de façon très claire pour employer le mot de la rue, c'était vraiment chaud dans la République. Lorsqu'il a pris ses engagements, j'ai l'impression qu'on l'a déjà oublié. D'accord. Merci, monsieur les juges. On l'a dit, c'est une déclaration de politique générale. On va attendre les premières actions pour certainement convoquer ces sujets-là au tribunal de l'actualité pour avoir vos regards et vos analyses. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation et nous allons aller au Mali où en tout cas les autorités ont décidé en réaction de ce qui a été pris comme décision par la CEDEAO hier à Accra de fermer ses frontières terrestres et aériennes et aussi de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO. Juge Bougman, est-ce que c'est une réaction prévisible de Bamako? C'est une réaction prévisible parce qu'elle pouvait aller dans l'un ou dans l'autre sens, mais le Mali n'allait pas rester silencieux, sans répondre, sans réagir. Donc c'est une réaction de Bamako qui était aussi attendue. Maintenant, dans quel sens? C'est dans le sens que nous avons vu. Donc c'est un Mali qui tient debout et qui dit non, nous ne sommes pas d'accord également, et qui aussi a répondu du tic au tac. Donc vous avez fermé les frontières, moi aussi je ferme. En dehors des frontières aériennes d'ailleurs, les pays d'Afrique de l'Ouest ont fermé les frontières depuis Corona. Les frontières ne sont même pas encore ouvertes. Sauf le Burkina et le Niger. Bon, le Bénin n'est pas fermé. Bon. Puis le Nigeria aussi. Bon. Donc, je ne sais pas. Maintenant, c'est peut-être aux marchandises. Maintenant. Sinon, les frontières même étaient déjà fermées. C'est parce que les frontières aériennes sont entrées dans cette danse-là. Mais, je dis, c'est une réaction de Bamako qui est attendue. Là, je suis d'accord avec vous. Mais elle ne s'est pas fait attendre. Et elle ne pouvait pas aussi se faire attendre compte tenu de la gravité des décisions qui ont été annoncées. D'accord. Alors, dans le discours qui a été lu hier à la télévision nationale malienne, les autorités sont claires. Ils parlent d'instrumentalisation par des puissances extra-régionales au dessein inavoué. C'est quand même assez fort. Moi, je crois aussi qu'il faut qu'on... Dans ce qui est en train de se passer avec le Mali, il faut qu'on ait aussi beaucoup de distance dans l'appréciation qu'on fait. Il y a le Mali qui a fait ses choix et qui est en train d'en subir le courroux. Parce que n'étant pas accompagné par les chefs d'État des pays voisins, donc des pays de la sous-région. Mais quel choix le Mali fait? Pour moi ici, il y en a deux de majeurs. Je parle de la transition malienne. Deux de majeurs qui aujourd'hui sont en train d'être lus et l'un servant de prétexte pour régler l'autre. Le premier, c'est le choix du Mali d'aller avec l'alternative russe. On pourrait dire que peut-être c'est une coopération. Ce qui est problématique, c'est que la Russie, tout comme le Mali de façon officielle, ne dit pas des choses qui vont dans le sens de ce qui est constaté en tout cas sur le terrain, parce qu'on parle de Wagner et de sa présence. Il n'y a pas longtemps, on parlait même de forces mixtes maliennes et russes qui sont tombées face à des terroristes dans une zone malienne, et les terroristes en tout cas ont compris qu'il y avait une autre puissance de feu qui était en face. Il y a eu un blessé et puis plusieurs morts dans le cas des terroristes, et il y a une certaine presse qui disait que c'était déjà la preuve de la présence de ces forces-là déjà au Mali. J'ai dit, il y a deux éléments forts qui aujourd'hui conduisent le Mali dans la situation dans laquelle on est. Il y a la vérité qu'il y a le choix du Mali avec la Russie et Wagner qui pose problème. Le problème, ça ne devrait pas être pour le Burkina, ça ne devrait pas être un problème pour, la Côte d'Ivoire, pour le Ghana, ça ne devrait pas être un problème pour les autres pays. Mais c'est un problème pour un pays dont beaucoup dépendent, c'est la France. Maintenant, il y a un deuxième élément qui sert maintenant de prétexte pour régler pour moi le premier. C'est la question de la transition et de sa durée. Il y a eu des assises nationales au Mali, lesquelles assises ont débouché sur un certain nombre de propositions. Mais les assises nationales, disons-le aussi tout net, elles n'étaient pas si inclusives que ça. Il y a une bonne partie de la classe politique qui s'est sentie exclue parce que les préalables n'ayant pas été respectés et sentant une junte qui avait envie de créer le prétexte de rester un peu plus longtemps. Est-ce qu'ils ont eu tort?
je ne crois pas avec ce qu'on est en train de voir, puisque la question de la proposition de la transition, c'est de 6 mois à 5 ans. Et ce qui est venu être présenté à la CEDEAO, c'est 5 ans. C'est un mandat, 5 ans. C'est quand même un peu gros, ça il faut le reconnaître, en termes de proposition d'une transition. Maintenant, ça, à la réalité, c'est en train de servir de prétexte pour régler un premier problème qui pour moi est beaucoup plus grand. C'est celui de la poursuite du Mali pour répondre à la question sécuritaire à laquelle elle fait face aujourd'hui. Maintenant, on peut, pour ce qui est de la deuxième réalité, les 5 ans, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que quand même, c'est un peu gros. Ça peut être une proposition, dirons-nous, du Mali, mais ce n'est même pas le Malien de façon générale qui défend une transition de 5 ans. Il y avait à revoir une copie pour ce qui est des autorités maliennes, de cette jeune qui est au pouvoir. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, il y a le premier aspect, c'est-à-dire le deuxième qu'on utilise comme prétexte pour pouvoir régler, parlant de démocratie et tout. Il y a une France qui est en train de resserrer l'étau autour du Mali depuis que ce Mali-là s'est engagé avec les Russes. Et on sait que c'est un ennemi juré. Sur la question centrafricaine, on l'a vu, et autre chose. Et quand on regarde ça, on ne peut pas ne pas exclure cette réalité-là dans les décisions que la CEDEAO est en train de prendre. Parce que si cette CEDEAO nous avait habitués à des actions plus logiques et plus fermes sur des déstabilisations de démocratie, on aurait pu comprendre. On a des chefs d'État qui ont tenté, en faisant par moment le détour qui pourrait amener leur pays dans des sombres moments, à continuer de faire des mandats, alors que c'était difficile. Il y en a même qui aujourd'hui appuient la décision, mais qui ne sont pas des exemples en matière de démocratie. On veut faire de l'exemple malien pour effrayer le cas guinéen, mais on veut faire de l'exemple malien pour effrayer tout pays aussi dans la sous-région qui, dans le jeu des précarés, oublierait qu'il est le précaré de quelqu'un et qu'il décide aujourd'hui de vouloir entrevoir des solutions avec la Russie qui a été présentée comme un diable pendant longtemps. Mais il y a un problème. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, il y a un véritable problème. Les sanctions qui sont en train d'être prises, c'est d'abord contre le Malien, pour qu'il se révolte contre le pouvoir en place. C'est ce qui est en train de se passer. BCAO présente à Accra hier, l'UMOA présente à Accra hier, les chefs d'État et tout, qu'est-ce qu'ils ont décidé? C'est de l'asphyxie au maximum. Quand on regarde, c'est comme si la proposition de la transition était un autre coup d'État, parce qu'on est revenu aux mêmes sanctions du coup d'État de 2020. C'est les mêmes sanctions qui sont ressorties, fermeture des frontières, les fonds qui ne vont plus y arriver, et seulement que dépasse le couloir prévu pour les aspects médicaux, c'est tout. Pour le reste, on asphyxie le pays comme on peut. C'est ce qui a été pris comme décision. Est-ce que c'est productif? Et puis, il y a une bonne jeunesse aussi africaine aujourd'hui qui n'accepte pas la façon dont les choses sont faites, où on a des présidents qui donnent l'impression plutôt d'être des marionnettes dans ce qui est en train de se passer. C'est ça aussi le fond. Mais, je le dis encore, il y a aussi une comment on appelle ça, un Mali qui doit revoir sa copie sur la durée de la transition. Ça, moi je suis vraiment d'accord là-dessus, et que les Maliens s'entendent, que la transition accepte que le processus de proposition là soit plus inclusif et que ça intègre vraiment toutes les parties maliennes, parce qu'il y a une bonne frange qui n'est pas d'accord sur la façon dont les assises ont été posées. Donc on ne peut pas présenter ça comme les dénominateurs communs de tous les Maliens. Il y a ce travail déjà à faire, mais ça ne devrait pas servir de prétexte pour qu'on ait ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, un règlement de compte. Et moi je pense que c'est en train de servir la faveur de quelqu'un, parce que quand on regarde une décision, quand on regarde tout à la fin, on demande à qui ça profite. Ça ne profite pas aux Maliens. Je ne pense pas que nos pays de la sous-région vont gagner quelque chose outre mesure de l'asphyxie du Mali. Mais il y a une pression qui est encore plus ardue sur le Mali, qui, de façon géostratégique, est en train de revoir ailleurs. Et moi, ça, c'est une réalité. D'accord. Juste vous m'envoyez votre regard là-dessus. Vous pensez également que la CEDEAO fait un combat par procuration? Parce que pour beaucoup, c'est la relation entre Bamako et Paris qui a beaucoup influencé justement ces décisions-là. Oui, en tout cas, il semble mener une bagarre par procuration. Quoique les Maliens, en demandant les 5 ans, savaient que les 5 ans n'allaient pas être acceptés parce que c'est une transition. C'est pourquoi ils ont mis de 6 mois à 5 ans. Et tout porte à croire que ça n'a même pas intéressé la CEDEAO.
Dès lors que février n'aura pas lieu, on ne veut plus rien en entendre. Même dans 6 mois, ce n'est même pas la peine. Balayer du revers de la main. Les autres éléments contenus, la CEDEAO estime que c'est un gouvernement, comme on appelle ça, dûment formé, démocratiquement élu, qui doit effectivement le faire. Nous, notre constitution là, qui nous a menés dans l'insurrection populaire, ceux qui sont venus à la transition ont dit non. C'est ceux qui vont être élus qui vont conduire. Elle est où cette constitution? Aujourd'hui même, on est gêné de vouloir organiser un référendum compte tenu des implications financières pour ça et compte tenu aussi du fait d'ailleurs que tous les Burkinabés ne peuvent même plus aller dans leur localité d'origine, entrer dans un bureau de vote. Leur priorité aujourd'hui, ce n'est pas une réforme constitutionnelle. Elle n'a pas pu être faite. Les autres pays ont pu installer des constituantes qui en 45 jours ont sorti déjà une première mouture. Ils ont travaillé là-dessus avant d'aller au vote. Nous avons fait notre choix de faire autrement. Je n'ai pas dit que notre transition a été totalement négative. Non, négative. Non, c'est pas ça. C'est que les chantiers qui ont été renvoyés, pour moi est un chantier principal, on a trouvé des astuces pour verrouiller certaines dispositions de la Constitution. Puis on est passé à autre chose. Aujourd'hui, on peine même à organiser ce référendum-là. Donc, et dans la poursuite de la CEDEAO, tout se résume à organiser des élections et foutre le camp. Faites les élections, on s'en fout. Le Mali est en paix, c'est pas notre problème. Organisez les élections et puis allez-y faire voir. Bon, il faut également organiser des élections parce qu'on a fait un choix. On ne vit pas en vase clos, on a paraphé des engagements au plan international. Des engagements effectivement qui nous lient. Mais aussi à la question de la souveraineté des États. Mais ici aussi il y a un problème. Le Mali n'a pas la stabilité de la Guinée. Non, le Mali est instable. Depuis le renversement des ATT, combien de coups d'État qui se sont succédés jusqu'à celui de mai 2021, le tout récent, qui a renversé Bandao et son premier ministre Wan. Donc il y a cette réalité qui est là, sur fond d'attaques terroristes. Et donc quand j'entends une force en attente à être déployée, je dis mais donc on se moque de nous. Au moment où nos soldats, nos VDP font face aux groupes armés, la CEDEAO a une force en attente et ce qu'elle veut faire, c'est aller réduire un gouvernement pour organiser des élections. Et puis elle menace de déployer cette force en attente. Pour parler comme les gens de Facebook, c'est quelle sorcellerie ça? Moi je ne comprends pas. Ah, la force est toujours là. Et elle fait quoi? Mais en même temps, ceux qui siègent là-bas savent qu'un jour ou l'autre, ils peuvent se retrouver renversés. Barrow a dit, comment on appelle ça, Ambalo a dit que les troisièmes mandats sont aussi des coups d'État. Ça n'a pas plu à certains, comme Alassane, qui l'ont traité de fiston. Il dit qu'il n'y a pas de fistons qui tiennent. Nous sommes des présidents ici. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Donc quand je regarde, ici ce qui est tenté d'asphyxier, ce n'est même plus les autorités maliennes. C'est tout le Mali. Rappel d'ambassadeurs, gel d'avoir, même jusqu'au niveau de la BCAO. C'est tout le Mali qu'on veut asphyxier. En dehors maintenant des produits de première nécessité, comme on appelle, alimentaire, médical, le reste là, on verrouille tout. Donc on asphyxie le Mali, les autorités n'en peuvent plus, les populations s'en chargent. Mais en même temps, il y a des gens de puissance étrangère qui se sont sentis humiliés, parce que d'abord, elles se sont opposées à la venue des Russes. Les Maliens disent, nous ne traitons pas avec Wagner, nous traitons avec les Russes. Donc moi, voilà. Nous avons fait le choix de traiter avec d'autres partenaires, de diversifier les partenaires. Mais ça a été clair. Parly et Le Drian se sont adressés à Sergei Lavrov. Et ils ont dit que la Russie, de faire attention de ne pas toucher aux intérêts des puissances qui sont engagées au Mali, sans nommer clairement les intérêts. Quels sont ces intérêts que les Russes, leur présence, la présence russe au Mali, va menacer, à telle enseigne que Paris bande les muscles. Le Mali n'en a pas écouté, la Russie n'a pas écouté, elle est passée à autre chose. Entre nous partons, nous ne partons pas. Nous partons, nous restons. Et quand on tient compte également du communiqué qui avait été signé par les 17
pour menacer la venue de la Russie, naturellement, on pourrait se dire aussi que la CEDEAO dans cette logique. Parce que cette bagarre-là, c'est d'ailleurs cette puissance-là qui l'a menée depuis longtemps. Et puis la CEDEAO est assise, elle regarde, elle ne disait rien. Donc, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Mais maintenant, je dis bien, il y a un cadre, il y a des instruments sous-régionaux dans lesquels le Mali siège, et puis bon, qui prennent des décisions. La preuve, quand ils ont fini leur assise nationale, mais ils ont fait le tour des palais présidentiels également pour présenter le fruit de leur travail et demander de l'appui. Certains d'ailleurs ont dit que c'est la plaisanterie et qu'ils plaisantent. Donc la suite on la connaît. Et quand on regarde la liste des chefs d'État, certains qui ont trouvé moyen de ne même pas aller au sommet, regardez qui est resté chez lui. Je crois que c'est celui du Nigeria, qui s'est fait représenter par son vice-président. Ils sont tous partis. D'accord. Parce qu'il fallait effectivement clouer un Mali. Moi, je n'ai pas dit que par principe, donc il y a des condamnations, les condamnations de coup d'État, c'est par principe. Mais là, la CEDEAO aussi a fait fort. Et si d'aventure, elle se casse les dents, parce que si ces décisions sont inopérantes, c'est terminé, il faut que la CEDEAO elle-même se revoie. Mais ici, c'est l'attitude du Mali. Est-ce que le Mali a des ressources pour rebondir face à toute cette pression? Est-ce que le Mali saura être résilient? C'est beaucoup plus là maintenant, on attend. D'accord. Alors, quand on voit de très près les sanctions, on parle de gel des avoirs des Maliens au sein de la BCEAO, la fermeture des frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation, suspendre les transactions avec Bamako à l'exception des produits médicaux et de première nécessité, le retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali, ainsi que d'autres sanctions concernant l'aide financière. Alors, pour beaucoup, la CEDEAO a raté une occasion de plus pour se réconcilier avec son peuple. Votre regard là-dessus? Oui, et puis c'est quand même aussi révoltant, ça il faut le dire, parce que il faut lire les choses pas de façon simpliste. C'est un pays qui est en train de faire face à une guerre. Vous décidez de l'asphyxier ainsi. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que la CEDEAO veut en faisant cela? N'oublions pas que le Mali, c'est un pays interland, c'est enclavé. Il y a la réalité de Covid-19 qui a impacté tout le monde. Il n'y a pas longtemps, on parlait d'un taux de croissance qui allait revenir à quelque chose de 0,2% si ma mémoire est bonne, du fait de la pandémie. Et puis, vous décidez de fermer les frontières, d'arrêter toute transaction avec le pays, y compris celle financière et monétaire. Mais on est dans quel monde quand vous regardez? Ils ne pourront plus payer les salaires, c'est une asphyxie directe. C'est ce qui est en train d'être fait. Le pays, on le connaît, 43% des plus de 18 millions de Maliens, ils ont moins de $2 le jour, comme le dit la Banque mondiale. Qu'est-ce que vous voulez? Mais au fond, qui est comptable de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui? C'est tout le monde. Quand Sangaris arrivait au Mali, le Mali avait perdu 20% de son territoire. Aujourd'hui, c'est pratiquement 80% de son territoire. Donc, la présence française là n'a pas donné la solution. Ils sont en train de tenter des solutions autre part. Est-ce qu'il faut leur en vouloir pour cela? Et puis, la question des précarés. On est en train de vivre ce qui est en train de se passer au Mali, comme ça s'est passé en Centrafrique avec toutes les pressions. Rappelons-nous que, pour ce qui est c'était Sangaris, non? Sangaris en Centrafrique. Ils ont fait plusieurs années, il n'y a pas eu les résultats probants. Ils ont accompagné quand même le pays jusqu'à ce qu'il y ait les élections. Touadéra et prend les rênes, c'était le 30 mars, je crois. 30 mars 2016. Ouais. Dès que le monsieur il prend les rênes, qui vient, c'est Le Drian qui dit et qui annonce que la France va partir d'ici la fin de l'année. Le monsieur, il vient d'être élu, il a comme des fourmis tout autour, c'est-à-dire ces groupes rebelles qui tirent toute leur maille de la richesse du pays, parce que quand vous regardez la cartographie du pays, ils sont positionnés là où il y a les mines, là où il y a ceci, là où il y a les richesses du pays. Et on ne sait pas à qui ils vendent, mais ils arrivent à le vendre. Ils arrivent à se surarmer, beaucoup plus que l'armée, et à cette armée-là, on lui dit, on vous a aidé, mais maintenant on va partir. Mais le président, il est largué. Il va voir le président français, c'était Hollande en son temps, qui lui promet, écoute, on ne va pas partir, il n'y a pas de souci. Ça, c'était, je pense, quelques semaines seulement après. Exactement. Juste quelques semaines après, c'était aux environs du, je pense, mars et avril 20, autour du 20 avril, que Hollande lui dit, il n'y a pas de problème, on ne va pas partir. Dès qu'il revient, quelques 3 jours après, ils annoncent que, avec la pression française, là, ce n'est plus possible, on ne peut plus continuer de rester hors de nos territoires, avec des missions de paix qui ne nous rapportent pas grand-chose. On va quitter la Centrafrique. Et le 13 mai,
c'est acté. Quand, lors d'une visite inopinée, le président français arrive en Centrafrique, il annonce le dégagement de ses forces. Et qu'est-ce que négocie entre-temps le président Touadéra? Il dit, bon, vous allez partir, mais au moins donnez-nous quelques armes, parce qu'avec l'embargo, c'est compliqué. C'est un pays qui est sous embargo, qui fait face à des forces. Il ne peut pas acheter d'armes. Comment il fait? La France lui promet 1500 armes, la Russie bloque, et la Russie donne le prétexte que c'est parce que les armes qui ont été saisies, les armes qui voulaient donner à la Centrafrique, sont celles qui ont été saisies, notamment sur des territoires de guerre. Et cela ne se fait pas selon les traités qu'ils ont au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et le président français, c'était, parce que là ce n'était plus François Hollande, c'était maintenant Emmanuel Macron, qui lui dit c'est un engagement que mon prédécesseur a pris, mais ce que je peux te donner c'est ces vieilles armes. Là, mais c'est la Russie qui bloque, va voir la Russie. On se rappelle du sommet de le sommet Sochi, auquel j'ai été d'ailleurs. Le président Vladimir, lui, il est clair. Il est à fond sur l'Afrique, il sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, il parle de doubler les accords commerciaux avec l'Afrique, mais ça va avec des contreparties. Un pays comme la Centrafrique, vous allez faire commercer avec lui, comment? Si ce n'est que contribuer à sa sécurité. Et lorsqu'il discute avec Sergei Lavrov sur la question de l'embargo russe, le Russe dit, mais c'est le texte que nous avons regardé pour bloquer. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous a promis? Il dit c'est 1500 armes. Il dit, ok, nous on va vous en donner 3000. Et neuves. Pas des armes comme voulait donner la France. Les 3000 armes, lorsqu'ils veulent les donner, qui bloque? C'est la France. Parce que non, ceux à qui on va donner, ils ne sont pas formés pour ça. Il faut les former d'abord. La Russie s'engage à les former. Donc c'est comme ça qu'on commence le contact entre la Russie et la Centrafrique. Donc qui a envoyé la Centrafrique vers la Russie? C'est bien la France. Maintenant il y a eu ce qu'il y a eu. Pourquoi est-ce que le Mali, qui se retrouve dans une situation aussi difficile aujourd'hui, on est en train de l'asphyxier parce qu'elle veut se sécuriser? Tout comme à un moment donné avec les embargos à plein de choses, on a eu une Centrafrique qui a été asphyxiée, prise à la gorge, qui n'avait plus d'autre choix que de s'accrocher à ce qui pouvait rester, et c'était la Russie. Ils ont pu sauver ce qu'ils pouvaient avec les exactions aussi qu'il y a eu concernant Wagner et tout, mais ils ont eu un peu plus de sécurité. Aujourd'hui, c'est ce que le Mali demande. Donc, on ne va pas rester dans les jeux des précarés, et je pense que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon, parce que l'histoire aussi nous regarde. D'accord. Alors, la capacité du Mali à faire face à ces sanctions et à tenir ce bras de fer-là, c'est la question qui reste entière. On va en tout cas suivre cette actualité de très près, et pourquoi pas convoquer à nouveau ce sujet au tribunal de l'actualité pour donner des clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. Merci, messieurs les juges, pour les différentes analyses. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.